A ordem é primeiro o Coulibaly e depois a Celeu, tá bom? A hora que for para projetar, eu te falo. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous? Alors, on va Oui, commencer. vous pouvez Il manque une personne qui était prévue pour cette table, mais il n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il vient encore, qui c'est Diego Sampaio, qui allait parler de la poésie arabe. C'est pour ça, et on a essayé de faire ces mélanges de quelqu'un qui parle en portugais, en français, et le médiateur a les rôles de faire les ponts entre tous les gens. Alors, je vous souhaite un bon après-midi, de bonnes communications. Ce que je vois ici, s'il y a de Brésiliens, je vois Fátima. Boa tarde, Fátima. Et pour Démosthenes, on se connaît. Fanny, je ne sais pas, mais enchantée. On va commencer cette première séance de communication des personnes inscrites qui nous ont donné les privilèges de connaître beaucoup de traditions différentes et qu'on n'avait pas accès quand même ici. Et alors, on commence par Coulibaly, Tanfolo Roger, qui va faire sa communication. Cri de Charles Nocan ou la poésie visuelle du combat idéologique négro-africain. Alors, Coulibaly et tous les autres, nous avons 15 minutes pour chaque personne, c'est comme les congrès. Moi et Antonio, on va faire des signes si jamais on a besoin de plus de temps. Et bon, finalement, si finalement Diego n'arrive pas, on peut avancer un petit peu de l'horaire, mais quand même, on garde les 15 minutes. OK? D'accord, c'est bon. Quand tu veux qu'on projette, qu'on fait la projection du poème, tu me diras, ou on commence maintenant. J'ai déjà commencé 5 minutes et après 1 minute. Oui. OK. Alors, allez, Coulibaly, à toi. D'accord. Bonjour à tous et merci déjà pour cette lucane. Je suis Coulibaly Tamfolo Roger, étudiant en Master 2 de lettres modernes à l'Université Alassane Ouattara et de Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, je vais vous parler de Cri de Charles Nocan et ma communication s'intitule Cri de Charles Nocan ou la poésie visuelle du combat idéologique. La poésie africaine écrite est née dans un contexte de souffrance. Depuis ses balbutiements avec la négritude, elle utilise un langage profondeur et foncièrement offensif. Après les indépendances, les canons esthétiques poétiques se muent et s'adaptent aux exigences de leur réalité. Les mots ne sont plus disposés comme dans un poème classique, normal ou en vers libre. Ils renvoient désormais à des dessins, à des images, à des illustrations. Les vers de ces poèmes sont polysémiques. Ils donnent un sens par le signifié et par le signifiant. Cette hybridation, cette duplicité fait du poème une scène qui abrite le mot, son sens dénoté et son sens connoté, octroyé par l'image à laquelle il renvoie. Une sphère où le mot et l'image cohabitent harmonieusement. Cette hybridation brille par son éloquence et par sa capacité d'intensification de la compréhension du texte poétique. Car, par la convocation de l'image typographique, mentale ou graphique, le poète se donne pour mission de pallier les insuffisances du mot, d'augmenter son audience. Au travers de son œuvre Cri, Zegwa Gbessi-Nocan s'inscrit dans cette veine de poètes qui recourent à l'image dans leur production. Ainsi, Cri de Nocan devient la poésie visuelle du combat idéologique négro-africain. La notion de cri traduit un hurlement, un son perçant ou puissant qui agace les oreilles. Par analogie, le cri est une expression de douleur, de souffrance et de malheur.
Elle peint un état d'extrême difficulté qu'on exprime par la voix. Cette œuvre est la matérialisation du cri de détresse poussé par le peuple noir. En l'extériorisant, il trace la voie vers la liberté africaine et la conscientisation. L'étude de cri nous permettra de nous pencher sur la dénonciation des exactions coloniales d'une part et la révalorisation des indices culturels nègres d'autre part. Pour Vincent Foucault, le propre de la poésie visuelle est le jeu, l'humour, la dérision. Selon son expression et sa conception, la poésie visuelle a une vocation ludique. Les pratiquants africains de la poésie visuelle soutiennent une autre thèse. S'il ajoute l'image au texte, c'est pour s'adapter à la société qui de plus en plus devient visuelle avec l'éthique, l'invention de nouveaux métiers d'une nouvelle race d'humains qui ne jouent que par la vue. C'est assurément pour toucher un plus grand nombre de personnes pour qui poésie est hermétisme et mysticisme. Par l'incrustation ou la remotivation de l'image, le poème, pour parler comme Molinier, devient un tout qui s'explique par lui-même. Ce changement d'esthétique trouve son origine dans l'incapacité de lire, de décrypter un poème, de s'apercevoir de sa beauté par son image mentale du premier coup. En ajoutant le visible au lisible, ils permettent à un plus grand nombre de personnes de comprendre et de se rendre compte aisément du combat qu'ils mènent. Tout ceci pour dire que les raisons des épousailles de la poésie et de l'image diffèrent d'une personne à une autre, d'un continent à un autre. Grand 1, le visible et le lisible à la rescousse d'une Afrique mortifiée. Comme pour traduire les malheurs de l'Afrique et donner un ton insurrectionnel à son ouvrage, il choisit de le parer de noir et de blanc. La première de couverture de cri est de couleur noire. Si vous pouvez montrer la première de couverture là. Donc, la première et la quatrième de couverture de cri sont de couleur noire. Certaines pages, notamment les pages 36, 37 et 100 sont dans le même coloris. Les pages 36, c'est numéroté. Voilà, donc les pages 36 et 100 sont des illustrations, sont de couleur noire. Au bas de la première page de couverture, l'on remarque un dessin noir au contour blanc. Vous remontez avec la première, il y a un dessin en bas. Donc, au bas de la première page de couverture, l'on remarque un dessin noir au contour blanc. Ces illustrations présentent des personnes qui lèvent les mains comme pour dire qu'ils sont libres. Avec nos camps, il n'y a pas de hasard. Tout est fait avec précision chirurgicale. Son acharnement sur le noir donne l'impression d'être dans une histoire macabre, une atmosphère hostile et mortifère. Avec la couverture, il décide d'attirer l'attention en mettant l'accent sur le visible. Elle lui permet de donner l'assaut et de traduire la souffrance qu'il endure dès le premier abord. La symbolique du noir fait de cri une épitaphe, un pictogramme représentatif du chaos et du trépas. Après la couverture et les pages, il marque l'écriture du sceau des meurtrissures du continent africain en jouant sur et avec les couleurs. Notre auteur imprime dans l'esprit de son lecteur l'idée de la mort. Les couleurs usitées sont prémonitoires et agissent comme des panneaux signalétiques. En parcourant ce recueil, l'on remarque la présence de quelques feuilles noires parmi un foisonnement de feuilles blanches. La supériorité numérique des feuilles blanches met en scène une métaphore filée exprimant la domination des blancs sur le noir. Malgré cette domination et cette hégémonie, le jusqu'au-boutisme de l'être noir est perceptible par l'écriture noire sur les feuilles blanches. Il s'agrippe par le trichement de cette écriture au blanc et lui livre bataille malgré tout. En dépit des indépendances, les nations exemptées de joug colonial sont assistées par le regard des Occidentaux et leurs collaborateurs. Nous sommes face à deux types de bourreaux, les marionnettistes occidentaux et les pantins africains, représentés par les dirigeants et les décideurs. Les indépendances sont leurs, c'est à leurs dépens qu'ils ont fini par s'en rendre compte. À cet effet, l'auteur de Cri a pu dire « Mon pays vient d'accoucher d'une certaine indépendance ». En précédant indépendance de certaines, l'auteur de Cri montre qu'il est dubitatif. Il exprime son manque de confiance vis-à-vis des indépendances. De cette pseudo-indépendance surgit un désenchantement notoire que nos camps traduit par « Vous nous avez promis la liberté et vous ne nous l'avez pas donnée. Pour elle, nous lutterons. » En raison du non-respect de leurs paroles, de leur part du contrat,
la lutte se poursuit. À ce propos, il affirme que nous, il n'y aura plus de travail forcé, il ne doit plus y avoir de brimés, d'opprimés, d'exploités. Nous marcherons et nous marcherons, nous toucherons à coup sûr la fin de la nuit. Par ces vers, l'écriture nokanienne s'érige en une écriture résolument tournée vers la cause africaine, une écriture de vision et d'espoir, mais surtout une écriture pugilistique. Grand 2, le visible et le lisible pour la revalorisation des indices culturels nègres. Il faut révéler aux Noirs les multiples raisons pour lesquelles il doit être fier de lui. Les noms et les images renvoyant au continent africain sont des raisons suffisantes et méritoires. De son vrai et complet nom, Zegwa Gbessi Nokan, l'auteur de Cri décide de signer son œuvre en tronquant son nom. Par ce procédé purgatif, il se débarrasse de son nom d'esclave, de blanc, c'est-à-dire de Charles, et préfère se nommer uniquement par son nom africain, Zegwa Gbessi. Il affirme et exprime ainsi sa fierté et la joie qu'il éprouve en portant son nom africain. Il est question de révolution et de revalorisation parce que les noms africains étaient ou sont toujours source de raillerie acerbe. Ces moqueries, provenant des Africains eux-mêmes la plupart du temps, témoignent de leur aliénation et créent une gêne chez le porteur du nom. Ainsi, pour échapper à la honte et aux moqueries, le porteur du nom préfère se reconnaître dans un nom étranger à sa culture. Nokan, pour revaloriser le noir, débute les hostilités par leur nom, car c'est à travers eux qu'on les reconnaît. Ils permettent de faire la différence. Ce sont des véritables cartes d'identité. Nokan est un auteur ivoirien baoulé. Cette appartenance à ce groupe ethnique est très déterminante dans la compréhension de cette œuvre, car il fait passer une grande part de son message à travers sa langue. La présence du baoulé dans Cri est perceptible par les noms. En Afrique, les noms peuvent être donnés selon plusieurs facteurs qui prennent en compte la circonstance de la naissance, le jour, le lieu, la classe, les humeurs, les dieux. En clair, les noms sont porteurs de sens. L'histoire, donc de sens, d'histoire, de destinée et d'objectifs en Afrique. C'est cette science d'onomastique africaine que Nokan veut partager avec ses lecteurs. Par les noms africains tels que Amlan, prénom Akan Baoulé, inspiré du jour de naissance, c'est-à-dire que la personne qui porte le nom Amlan est une personne, une fille ou un garçon qui est né le mercredi. Amani, prénom Akan Baoulé, désignant l'enfant né après le jumeau. Les Amani chez les Baoulés en particulier et en Afrique en général occupent une place importante car ils sont considérés comme des personnages. Excusez-moi, s'il vous plaît, il reste 5 minutes, oui. D'accord. D'accord. Ils sont considérés comme des personnages mystiques, possédant une kyrielle de pouvoir ésotérique. Donc, quand on fait la promotion des langues et des noms africains, en les extériorisant sans complexe, il essaye de décomplexer le noir et lui présente les raisons pour lesquelles il devrait être fier. Il peint la beauté qui siège dans la différence et dans l'africanité. Il appelle son peuple à s'assumer et à garder la tête haute. Toujours dans la même veine, le poète fait une carte postale de l'Afrique. Il fait découvrir la beauté et la grandeur de son continent par le biais de certaines illustrations. Si vous pouvez présenter les illustrations, il y a 2 illustrations avec des images où il y a des bonhommes sur une page blanche. Donc, un peu plus bas, entre autres, il y a la page 71, des cases rondes, des femmes qui pilent quelque chose dans un mortier, un berger qui regarde paître des bêtes de la verdure. À la page 99, c'est un paysage composé de cases rondes, de collines, d'arbres. La dernière page, la page 101, présente la femme africaine dans toute son originalité, sa beauté, sa simplicité. Elle est perçue de profil avec un foulard sur la tête. Cette visite livresque guidée atteste de la beauté de l'Afrique, de son calme et de sa particularité. Nokan rejette et dément l'idée que Joseph Conrad se faisait de l'Afrique et détruit la mauvaise image qu'on avait d'elle. Par les prénoms, les cases rondes, l'image de la femme, les montagnes et les collines, l'Afrique se positionne comme un continent singulier avec un mode de vie totalement différent et une culture richissime. Pour Nokan, le continent africain est un havre de paix et les Africains sont des humains à l'instar de toutes les races dites supérieures. Au final, par Cri,
Nos camps s'inscrivent dans une dynamique de bras de fer avec l'Occident et leurs collaborateurs afriticides. À travers son œuvre atypique empreinte d'image, il se fait fils de son temps, non seulement par le style d'écriture, par les illustrations, mais également par l'effet escompté de son écriture. Car, comme dit Alain Viala, tout auteur, quand il écrit, anticipe sur les effets que la lecture produira. Il écrit, lui assigne une mission de révalorisation de l'Afrique et de ses particularités, et une mission de dénonciation des exactions coloniales. Son but est de permettre à l'Africain d'être fier de son africanité, de mettre à nu tous les coups louches qui se trament sous cette ère de pseudo-indépendance. C'est un révolutionnaire qui révolte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Coulibaly. Et on passe maintenant à Seleho Naya Jenin. J'espère que j'ai bien prononcé. Et Naya Jenin. Oui, c'est Léo Nadiane, c'est ça. C'est Léo Nadiane. Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant tout propos, j'aimerais signifier que le travail que je viens vous présenter ce soir est fait par deux personnes. J'ai eu effectivement l'aide de mon directeur de mémoire, M. Jesse Diamant, et je souhaite vraiment lui dire merci pour son apport qui m'a aidé à produire ce travail. Donc, je me présente, je suis Seleho Nadiane, masterante en poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara, précisément, on va dire, générale. En minutes, en secondes, j'ai juste vous demande de fermer les microphones parce qu'on a un écho. Un écho, d'accord. Un écho, voilà, merci. D'accord, donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit précédemment ou si je dois reprendre. Vous avez entendu? D'accord. Donc, ma communication va se porter sur le texte « Le lait des tours marchés » de Wawa Liking ou le renversement du discours publicitaire dans la poésie visuelle. La présente réflexion a pour but de démontrer que la poésie visuelle et la publicité se rejoignent pour ce qui est de l'exploitation des supports visuels. Autant les affiches publicitaires ont recours aux images et aux textes pour la communication de masse à l'effet de fixer l'attention d'une cible visée, autant la poésie visuelle, elle aussi, exploite le texte et l'image pour véhiculer un message à un auditoire donné. Partant de ce principe, la poétesse ivoirienne Wawa Liking exploite habilement texte et images dans son écriture poétique. Sous ce rapport, Migration de la parole est une œuvre digne d'intérêt. L'on y découvre de nombreuses images aux allures d'affiches publicitaires qui s'associent à des textes écrits en vue de les illustrer. Chez elle, c'est à croire que le texte ne peut se lire sans l'image et inversement. Cependant, l'on note que Wawa Liking s'intéresse aux ressources des affiches, déjà considérées comme des poèmes par Balzac, dans l'optique d'un renversement du sens d'une réorientation des visées du discours publicitaire qui détermine la conscience populaire. Face à ce constat, il convient de répondre à cette question devenue centrale. Quels sont les procédés de ce renversement du discours publicitaire à l'œuvre dans le traitement de texte et l'image de Wawa Liking? Pour trouver réponse à cette interrogation que Maurice Tournier, 1985, avec son concept de sloganisation, et Leonardo Capiolo, 1907, a théorisé sur la notion de tâche, soit nos guides. Et c'est le texte affiche intitulé « Le lait des tours marchés », extrait de Migration de la parole qui servira de base à notre analyse. Cela dit, pour mener à bien l'étude, nos propos se structurera en deux grands moments. Premièrement, il s'agira de nous immerger dans le texte à travers sa lecture intégrale pour découvrir le dit texte. Deuxièmement, le travail consistera en l'analyse proprement dite de l'affiche publicitaire, le lait des tours marchés, pour jauger de sa relation avec le texte qui l'accompagne. Le lait des tours marchés. Que dit le texte? Là, je vais lire le poème intégral pour que vous imprégniez du sens du poème et faire l'interprétation après. Le lait des tours marchés, des tours où se talent les supermarchés,
Il pleuvait du lait à la télé, lait de chèvre, lait de truie ou de vache à lait et autres vaches qui se fendent la gueule, lait caillé, en poudre, même en sérum, à griser les yeux de maman, c'est délicieux. Des marques de lait qui tenaient à marquer la différence à tout prix dans leur publicité et qui, cependant, débitaient les mêmes clichés, plus de vitamine D, plus d'anxiosité, plus de calcium, plus de magnésium, plus d'énergie et d'intelligence pour vos enfants. Eh bien, on eut plus de jeunes extasiés, remerciant plus des mères émerveillées d'avoir découvert le lait du siècle, grâce auquel eux arrivaient à jouer au football, à lire quelques formules mathématiques, sans quoi, non, vraiment, ça sera impossible. Sans quoi, non, vraiment, ça sera impossible. Alors, tout petit cerveau de petit bellâtre, et vivent ces mères géniales qui firent la découverte du siècle, le lait des tours marchés, oubliant même qu'elles en produisaient un de meilleure qualité et en cascade, tant on leur prit la tête à paraître, ce qu'elle n'était pas juste pour la photo. Migration de la parole de Wewell King, page 85. Après la lecture de ce texte, l'on note que le poète prend le contre-pied du discours publicitaire en vogue visant à promouvoir le lait d'origine animale et expose dans les grandes surfaces commerciales. Les tours marchés. Le matraquage médiatique de ce type de lait est souligné par une image mentale révélée par la métaphore hyperbolique. Il pleuvait du lait à la télé vers d'eux. Cette plume médiatique de lait de vache, lait de truie, lait de vache à lait et autres vaches que se fondent la gueule, vers 3 et vers 4. Et ici, nous reconnaissons la publicité de la vache qui rit. Normalement, je devais partager mon écran à ce niveau-là pour vous montrer l'image de la vache qui rit. Et j'ai mon ordinateur qui est en train de vraiment... Voilà, je ne sais pas, vous voyez l'écran maintenant? C'est l'image que tu m'as envoyée, je peux le faire. Non, non, c'est pas elle. Elle viendra. Ah, ok. Donc, je disais que là, on voit la publicité de la vache qui rit. Et à cet effet, à force de ne voir que le lait à la télé et d'en entendre parler, ses vertus, donner la qualité de ces laits-là. Même les femmes semblent se laisser avoir. Toutefois, par son langage poétique empreint de métaphores hyperboliques, d'ironie, etc., Wewell King dénonce ce discours publicitaire en utilisant les procédés propres à la publicité, notamment l'affiche, dans une logique de renversement. À ce stade de l'analyse, il s'agira de voir comment la thématique qui aborde les idées émises sont reprises et se développent dans l'image affiche. En un mot, comment ce texte s'ancre dans l'image visuelle de l'affiche publicitaire que nous voyons maintenant à l'écran. Là, vous pouvez projeter maintenant l'image que je vous ai envoyée. Voilà. Donc, on va analyser l'image que Mme Juliana vient de mettre à l'écran de tout le monde. Analyse de l'affiche publicitaire, le lait des tours marchés. Sur cette affiche, l'on voit des tours à l'image d'un centre commercial en zone urbaine. Leur présence justifie la notion de tour marché dans le titre du poème. Ces tours sont surplombées à gauche par un buste de femme, sa tête, lui, ayant été coupée. Il s'agit là d'un détail intéressant qui traduit toute la dévalorisation de la femme dans le discours publicitaire. C'est elle, en effet, qui est utilisée dans les publicités pour vanter les mérites du lait d'origine animale. Ce que souligne d'ailleurs le texte. Pourvoyeuse elle-même de lait, qu'elle délaisse au profit d'un lait de piètre qualité. N'était-ce pas perdre la tête? Mais revenons à ce buste. Les seins, symboles de féminité, y sont entièrement dénudés. Toutefois, ce qui capte tout de suite l'attention sur cette image, comme vous pouvez le voir, c'est ce blanc laiteux qui dégouline en abondance sur ses seins. L'on ne peut y jeter un regard sur cette affiche sans s'arrêter. À la vérité, pour rendre cette affiche visible, Wewell King utilise le procédé de la tâche. J'espère que tout le monde a vu le lait qui dégouline des seins de la femme. Là, on va parler maintenant de la tâche.
La tâche pour une meilleure visibilité de l'affiche. Lenoto Capiolo décrit la tâche en ces termes. Lorsque je conçois un projet d'affiche, ma première préoccupation est la recherche de la tâche. Cette chose difficile à définir qui, à grande distance, accrochera le regard du passant par l'intensité de sa couleur, le chatouillera par le titillement de ses tons et le retiendra assez de temps par l'agrément de son aspect pour le contraindre à lire l'affiche. L'on retient de la description de Lenoto Capiolo que le procédé de la tâche exige de remplir 3 conditions. La première étant l'intensité de la couleur, la seconde, le titillement des tons et l'agrément de son espace qui est la troisième chose demandée. Dans la fiche de Wewe Liking, la tâche qui accroche le regard, c'est la tache de lait qui coule des seins du buste de la femme et se répand sous forme de pluie sur les tours marchés. On note que Wewe Liking a travaillé à la faire ressortir en produisant le blanc laiteux immédiatement visible. La combinaison blanc laiteux sur jaune orangé, couleur du buste de la femme, est celle qui frappe le mieux la rétine. Cette tache arrête le regard, retient l'attention et fait naître un sentiment de surprise au désir. Bien opportunément, à l'extrême droite de l'image, face au buste féminin, se dresse une tête. J'espère qu'on voit la tête. Un visage vu de profil avec l'œil gauche, le nez et la bouche bien présentes. Cette bouche en forme de O symbolise ce désir de consommation du bon lait de la femme. Seulement, une immense mer médiatique les sépare. Mais pour les rapprocher, Wewe Liking a recours à un procédé, celui de la sloganisation. Le lait des tours marchés, une sloganisation de la poésie. Le terme sloganisation de l'avis de Anne Riverso, 2016, est utilisé par les spécialistes du discours politique, mais aussi dans l'analyse du discours publicitaire, désignant à la fois l'utilisation de la forme du slogan et le transfert de visée de communication dans la poésie. La notion Excusez-moi, s'il vous plaît, mais il reste 5 minutes, oui? D'accord? Oui, d'accord, c'est bon. D'accord. Désirant à la fois l'utilisation de la forme du slogan et le transfert de sa visée communicationnelle dans la poésie, la notion de sloganisation permet de mettre en avant l'influence de la rhétorique publicitaire sur la poésie, dada puis surréaliste beige. Il en découle donc que le concept de sloganisation implique un processus qui vise à donner au texte poétique un caractère évoquant les slogans, le rendant de ce fait plus communicatif. Ceci dit, un regard sculpteur de l'affiche laisse voir un texte à valeur de slogan publicitaire. Entre le buste de la femme et le visage désirant le lait déboulinant des seins de la femme, l'on peut lire « Mère together » dans une combinaison de mots français et anglais pour dire « mère éternelle ». On notera avec intérêt que l'appellation mère porte à l'initiale la majuscule M, ce qui souligne toute son importance pour ses multiples rôles en société, dont celui de nourricière. Ce statut par sloganisation la rend éternelle, comme pour dire qu'elle est irremplaçable et qu'elle offre un repas, comme elle offre un bien meilleur repas par rapport à la publicité. Par cette organisation, Wewe Liking prend le contre-pied du discours publicitaire pour encourager les lecteurs à revenir à la consommation de qualité, à la consommation du lait maternel en quantité et qui est bio. En conclusion, 5 minutes, je pense que ça suffira. En conclusion, en définitive, l'analyse du poème affiche le lait des tours marchés a su faire ressortir que le texte, autant que l'image, contribuera au renversement du discours publicitaire dans un déploiement du langage poétique. Marqué par l'image, le texte trouve un ancrage dans l'affiche par l'écho des notions de tâche et de sloganisation, dans le but de reprendre l'image et la vision likingienne en joignant à la valorisation du lait maternel et partant de la femme elle-même, cette éternelle mère. Je vous remercie pour l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Céléo. On passe maintenant à la troisième communication. Là, en português, je change la langue. Agora, Diego Sampaio Dias, que vai apresentar a comunicação para lá de Abjabe, de Urufuia a Kamal Bulata. Hoje é o dia dos nomes do desafio para mim aqui. Diego,
com você. Juliana, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um vídeo onde eu vou falar tudo em cima de um vídeo, ok? Tudo bem. Você projeta? Projeto. Eu compartilho aqui só a própria comunicação, certo? Isso. Bom. Juliana, você vê somente a minha tela? Sim, a gente vê a escrita árabe, eu imagino, só e os quadradinhos das pessoas. Tá certinho. Está certinho? Tá. Então, bom, boa tarde. Primeiramente, gastar um pouco meu francês. Tout d'abord, je voudrais remercier les camarades de la Côte d'Ivoire. Et voilà, mon français est fini. Agora eu posso falar um pouco em português. E essa comunicação é uma comunicação muito sucinta, onde, na verdade, eu me proponho aqui num lugar de abertura de caminhos, de visões, e não numa leitura propriamente acadêmica, mesmo que tenha sempre seguido o método científico. Então, primeiramente, trata-se de... Eu gostaria de chegar à arte de Kamal Bulata, o artista palestino, e que me inspirou e que me estimulou a estar hoje aqui falando sobre a arte árabe e sobre a poesia visual. Acho que as questões mais conceituais em relação ao transbordamento dos limites, né, da definição de poesia visual, que vai, com certeza, se perdendo conforme nós vamos se afastando do alfabeto latino e dessa forma de poesia que nós consideramos, como nós consideramos a poesia no Ocidente. Isso vai se perdendo e eu acho que aqui não vai ser possível, obviamente, ter tempo para falar de nada disso. Eu espero que na comunicação que eu farei com o meu grupo na sexta-feira, o Grupo Ribeirão, nós podemos pautar minimamente essas questões de fundo em relação àquilo que nós chamamos de preservar a causa da poesia. Certo? Então, agora, como são muitas imagens, eu acho que é uma possibilidade de nós adentrarmos um mundo, né, e que vai para além da caligrafia. O Abjad, que eu falo nesse título, de Para Lá de Abjad, obviamente uma paródia muito conhecida em português no Brasil, que é Para Lá de Marrakech, né, que é esse Para Lá de Abjad. Para Lá de Abjad é por quê? Porque é para lá, para além da caligrafia. O Abjad é a caligrafia, a arte tradicional islâmica do Corão. Bom, aqui nós temos o começo, uma primeira imagem. A imagem está vendo bem, Juliana? Legal. Bom, você sabe que a arte árabe é uma arte, né, iconoclasta, uma arte então que não adora imagens, e por isso o desenvolvimento, um desenvolvimento da caligrafia, um desenvolvimento da arte verbal, né, e escrita, me parece muito razoável, né? Acontece que isso junta conjuntamente ao Corão e a relação de que a palavra é a palavra de Deus sempre, e ao coração que está sendo dito sempre para o Islã, isso vai construir vamos dizer, uma formação mental, né, entre os padrões geométricos e a arte caligráfica. Quer dizer, há um pensamento visual conjunto, né, ao verbal, na constituição da cultura e na constituição do pensamento árabe, da mente árabe, da mobilidade mental islâmica, vamos chamar assim, tá? Então eu vou passar agora rapidamente para entender isso. Então, por exemplo, aqui
Nós temos isso aqui, é um dos primeiros, um dos primeiros manuscritos do Corão, data de século XII. Aqui nós temos uma imagem, que é uma imagem sagrada no Corão, que é do profeta. O profeta ele está dormindo, ele está aqueles que pintaram e que desenharam e que também escreveram, porque tudo isso é uma coisa só, eles tiraram tudo que há de proporção. Então você só vê ele sozinho, isolado. Isso é algo que vai se formando mentalmente. Aqui, ó, por exemplo, para sair disso, eu vou fazer alguns saltos, porque é impossível, porque eu tenho muitas imagens, espero conseguir passar o máximo delas. Eu só queria dizer que como a caligrafia ela vai se formando e ela faz parte desse background, vamos dizer assim, do pensamento islâmico, e como isso é muito conhecido. Por exemplo, essa imagem, que é uma imagem que para nós aparece como totalmente pictórica, figurativa, né, é muito conhecida. Aqui uma outra imagem também com o Corão, com o árabe. Aqui uma outra. Isso está escrito, os primeiros versos do Corão estão escritos dentro desse leão. Essa aqui já é uma imagem turca, eu acredito, também uma imagem antiga. Essa é uma imagem turca muito famosa. Aqui ela em preto e branco. E aqui nós vemos a mesma imagem que saiu no livro do William Blake, traduzido por Augusto de Campos no Brasil. Ele usa a mesma imagem, que é a imagem desse leão do século XIX, feito num muro por De Virches, e ficou. E o Augusto usou. Então, ela é conhecida, ela aparece no Brasil. O que eu quero dizer? Há já, aqui na tradição brasileira, propriamente, da poesia e da poesia visual, já comparece, por exemplo, um pouco dessa forma pictórica, verbal do árabe. Bom, aí vamos entrar aqui, vou ter que agora acompanhar um pouco mais, na artista Madiha Omar. Madiha Omar nasceu no Iraque em 1908 e morreu em Amman, na Jordânia, como a maioria daqueles que são exilados no mundo árabe. Bom, Madiha Omar ela é considerada a primeira mulher, a primeira artista, uma pioneira dessa arte que nós vamos chamar de hurufia. Ela começou a inserir elementos, letras do alfabeto árabe na arte pictórica, né? Algo que até então não tinha sido feito antes, porque não tinha sido feito antes, já numa espécie de tradução de meios modernos. Madiha Omar ela foi casada com um diplomata e morou nos Estados Unidos, em Washington, nos anos 40. E nessa uma primeira exposição dela, de 1949, ela expõe esses quadros dela e são considerados quadros pioneiros, e etc. Mas ainda aqui, nós podemos ver que são quadros, olha só, são quadros bastante figurativos, até, onde onde as letras aparecem dentro dos quadros figurativos, algo que até destoa um pouco daquilo que eu estou chamando de mente moderna, corroborando o pensamento de Kamal Bulata, que eu vou falar rapidamente nos últimos 5 minutos. Bom, aqui nós temos uma outra obra de Madiha Omar. Como vocês veem, se vocês conhecem um pouquinho do alfabeto árabe, é possível a gente identificar algumas letras, né? Por exemplo, e muito importante aqui embaixo, isso aqui que é o dot, que são os diacríticos, né? E que são muito importantes na constituição também do pensamento árabe. É como se Kamal Bulata diz que há sempre um dot como ponto de fuga, entendeu? Em todo o pensamento árabe, porque tudo isso tem algo que une esse verbal e esses padrões geométricos, essa esfera do pensamento geométrico. Bom, aqui é uma outra também, como os senhores podem ver aqui, também as letras do alfabeto, tudo Madiha Omar. Essa é uma fatura muito conhecida dela, também é possível reconhecer as letras do alfabeto,
certo? E daí, aqui para vocês entenderem como isso, eu vou e volto, para como isso é uma tradição muito antiga, aqui é uma inscrição de uma poesia inteira em Granada, no famoso Templo de Gramada. E, como vocês podem ver, dentro, tudo se confunde, né? Onde está o árabe, vai se confundindo com aquilo que são os arabescos, né? Que as pessoas às vezes tendem a considerar algo como se fossem vegetais, algo orgânico, né? Mas eu acho que essa visão de algo orgânico, de puramente uma fuga daquilo que é representacional para algo iconoclasta, então como formas, não, há uma geometria atrás do arabesco. E essa geometria ela nasce e está também como uma formação mental da própria constituição da arte islâmica como arte tradicional. Esses artistas do Hurufia são muitos artistas. A diferença é que isso já não está mais somente no abjad, na caligrafia, mas começa a se tornar uma arte gráfica. Quer dizer, ela foge, né, dessa arte tradicional, justamente do apuro da técnica, para uma arte gráfica. A Madi Romar, ela implanta isso, ela coloca isso dentro da arte pictórica, certo? Diego, Bom, você tem 5 minutos, tá? Ok. Aqui nós vamos ver um dos artistas... desculpa aqui. Mohammad Ghani Hikmat, que é do Iraque, nasceu em 29, morreu em 2011, também em Amman, na Jordânia. E esse ficou virado, peço desculpas, gente. Aqui era para pautar somente essa arte Hurufia que foi para o Sudão, desenvolvendo outros aspectos, porque essa obra, essa arte, conforme ela foi muito considerada no começo do século XX pelos artistas como uma visão que fizesse uma síntese entre a herança antiga e a modernidade, entendeu? Então, as regras mais duras que existem na arte caligráfica do Islã foram soltas, foram liberadas para uma visão mais, vamos dizer, mais moderna. Então, eu acho que a mesma tradução de uma visão de técnica onde o representado é quem representa já se representa, quer dizer, representa a própria palavra de Deus, entendeu? Isso já é uma nova formação, e isso vai se formando como um fenômeno cultural dos vários países árabes, né? Isso acontece também em alguns países africanos que também têm influência ou são árabes, né? Como é o caso desse grande artista Ibrahim El Salah, que está vivo ainda, nasceu no Sudão. Como vocês podem ver, elas estão, desculpa, ao contrário, viraram quando eu fiz o arquivo, mas vocês podem ver também as letras. Aqui, um artista vou ter que passar rápido, gente. O artista do Egito, onde nós também, isso em 1970. Aqui o grande calígrafo Alani Ghani, mora hoje em França, nasceu em Bagdá em 1937. Essa aqui é uma obra de 2002. Aqui a obra de tem muitas que de Bagdá. Essa vocês podem ver também, todos viraram, parece, aparentemente, por algum motivo. Essa aqui é com Bagdá 1, Bagdá 2, Bagdá 3, Bagdá 4, todas são obras de Rashid Qoraish. Rashid Qoraish vão ser a partir dessa. Tem essa aqui que é já feita agora, sobre Bagdá. Aqui, Rashid Qoraish. Isso lembra muito Shodô, né? Quer dizer, a arte japonesa, a arte tradicional do Japão. E aqui a gente tentaria encarar a partir daqui. E essa obra é uma obra muito importante, feita também pelo Rashid, né? E ela chama Uma Nação em Exílio.
né? Foi composto durante 84 a 91 por Mahmoud Darwish, o grande poeta palestino, Rashid Kresh, da Argélia, e Hassan Massoud, do Iraque. Quer dizer, ela aqui mostra todas as pessoas no exílio, como as pessoas estão, é uma nação em exílio, é a Palestina. E aqui a gente entraria as formas do triângulo e as formas do arco, para a gente conseguir começar a compreender essa mentalidade do Corão. Todos viraram, me desculpe, aqui o alfabeto, né? O alfabeto do Corão, o alfabeto árabe, ele é dividido em dois, nas letras solares e as letras lunares. Essa relação dual é de muito interesse para a criação desse triângulo, esse triângulo que vai estar em tudo, e essas relações do triângulo, e como essas relações vão se formar para um novo tipo de poesia, uma outro tipo de arte musical, também que está ligada à poesia na sua origem, né? Então, assim, elas vão formando tons que formam outros tons, que vão se decompondo até formar microtons. É uma relação diferente da relação que nós temos no Ocidente. Aqui, da música polifônica, né? Aqui, vou passar rapidamente as obras de Kamal Bulata. Kamal Bulata, artista árabe-palestino, nasceu em 1942 e foi expulso de Jerusalém, nasceu em Jerusalém, foi expulso de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, em 1967, tendo vivido em exílio, como todos os palestinos pelo mundo, e sem poder voltar à sua pátria. E em 2010, esse grande artista, Kamal Bulata... Diego, o seu tempo está acabando, desculpa. Okay. Tenta concluir, porque senão assim desarranja todas as mesas. Eu sei. Tá muito interessante o trabalho, mas a gente tem essa questão do horário, perdão. Eu sei. Eu não sei quem está falando comigo, sabe? Sou eu que estou aqui, ó. É o Antônio que está me ajudando a controlar o tempo aqui. Que ótimo, obrigado. Gente, tudo isso era para chegar até o ponto onde nós podemos ver, onde nós veríamos nessas decomposições aqui o mural, os vitrais, aquilo que Kamal Bulata nasceu, conheceu já logo de infância nas mesquitas, e como nós conseguimos ver, se a gente tivesse tempo, a gente começaria a conseguir decompor as letras dentro dessas faturas, etc. A gente conseguiria ver nessa imagem que eu estou mostrando agora o alfabeto árabe. É isso. Que a alma de Kamal Bulata esteja no céu e viva a Palestina livre. Obrigado. Merci, shukran. Oh. Isso mesmo, liberdade para a Palestina. Obrigada, Diego. Merci, Diego. Realmente uma expansão de universos, assim, né? Não sei nem por onde começamos. Eu vou falar em francês e em português para quem quiser colocar questões em português para os franceses, os francófonos, eu posso traduzir e vice-versa. Et vice-versa au public français francophone qui veut poser des questions à Diego, qui a compris, peut poser la question en français et moi, je traduis par lui en portugais. Alors, vous pouvez aussi écrire des questions sur le chat, ça marche aussi, pour qu'on puisse discuter un petit peu. Et... Você tem uma pergunta, Antônio, que você está com o microfone aposto? Eu tenho uma pergunta. Posso fazer, Ju? Claro, claro. Tá bom, quanto tempo a gente tem? Que aí eu controlo também. A gente tem até que horas? A gente tem até 2h30. Então, vou muito rapidinho, não vou enrolar. Diego, eu achei assim fantástica a sua apresentação, não é? Eu quero até que você me desculpe de ter tido que interromper, porque realmente eu estava encantado com os slides que você estava mostrando, muito interessante. Estou colocando aqui meu e-mail. Eu queria, por favor, que você me passasse as informações, o que você pudesse de bibliografia, porque eu quero ir atrás disso daí, essa questão da literatura árabe, da caligrafia. Eu não conheço árabe, tá certo? Infelizmente não, mas eu acho muito interessante, sabe, essa história de como eles fizeram, né? A solução que foi dada, né? Para a questão entre a letra, a representação, né? É sensacional, e são lindas, né? A cultura árabe é sensacional, e essa abordagem que você mostrou, né? Deixa eu pegar o nome do autor que você
Jade, assim que se pronuncia? Qual? O autor que você mostrou, como é o nome dele? O Kamal Bulata? Qual deles? Eu mostrei Isso. alguns. Kamal Bulata. Isso, porque assim, você mostrou vários, né? Então, Sim. enfim, eu deixei meu e-mail aí, por favor, que você puder me passar informação, queria trocar ideias com você e meus parabéns, tá? Um trabalho sensacional. Muito obrigado, Antônio. Eu gostaria de ter mais tempo e ter organizado melhor, mas eu passei agora aqui, pessoal, no bate-papo aqui, um link, que é o link de uma aula que eu, nessa pesquisa, descobri do Kamal Bulata, chama Reading the Arabesque, que é na Universidade de Georgetown, Estados Unidos, e Washington. E essa aula eu indico fortemente para quem quiser minimamente entender, mas entender em altíssimo nível. Esse artista é um dos maiores artistas do século XX, um dos grandes artistas mesmo, e aqui ele decodifica de forma científica, como pensador, sabe, à vanguarda, as relações do pensamento, da formação do pensamento árabe, que eu acho que isso é mais interessante do que se nós ficarmos em termos de representação, já é uma própria construção que é semiótica, que vai para além da semiótica até, no sentido da cognição e tudo mais. Eu acho também que eu posso também dizer a indicação desse livro aqui. Esse livro é um livro grande, muito importante, From 1850 to the Present, a Palestinian Art, que é de Kamal Bulata. Esse livro é um livro muito importante para a luta palestina, no sentido de que nós reconheçamos, o mundo reconheça que há uma arte palestina, já histórica, né? E, ao mesmo tempo, para que nós possamos reconhecer também muito da arte islâmica, que é vista com tanto preconceito no Ocidente, quando nós sabemos que a própria organização de todo o pensamento de Aristóteles foi feita pelos árabes, né? Então, isso quer dizer, há algo aí nessa formação que organiza o pensamento até e que tem uma predisposição, eu digo isso assim, fora da ciência, parece que uma predisposição a um hibridismo verbal, não verbal, que é semiótico, sabe? É um pensamento semiótico por trás de tudo isso, que parece que já nasce com eles. Assim. Como a gente entra em contato com você, Diego? Sim, vou te mandar e-mail, Vicente. Bom. Então manda, por favor, porque a gente está sempre convidando pessoas interessantes para falar, para trocar. aí a sua comunicação, com certeza, vou colocar na lista aí do pessoal que fala de semiótica visual. Meus parabéns, tá? Obrigado, muito obrigado. Muito bem, muito legal mesmo. Eu queria fazer um pedido para o Coulibaly e para Celeu, que eles compartilhassem também mais referências sobre os autores de que eles falaram aqui, que acho que é inédito para muita gente. Alors, Coulibaly et Celeu, je pense que ça serait très bien si vous pouvez donner quelques indications aussi de l'œuvre de Charles Noquin, où est-ce qu'on trouve sur Internet, et de Werwer Liking aussi, pour Céléo, pardon, et de direction de comment on trouve votre travail, parce que effectivement, on n'a pas beaucoup de temps de discuter, et je crois que c'était une nouveauté pour beaucoup de gens, et comment on peut avoir plus d'accès. Et si vous voulez parler un peu aussi des auteurs. Ça va? Oui. Et c'est ça. Et Diego aussi a partagé un lien sur l'écriture, les arabesques. C'est comme un cours pour ceux qui étaient intéressés à l'écriture arabe. Voilà. C'est la première fois qu'on fait une chose multilangue comme ça. Alors, alguém mais tem? D'accord. C'est bon?
Mhm. Voilà, il y a quand même Maria Teresa qui pose la question à Céléo, qui est très intéressée par la recherche. Où est-ce qu'on peut trouver des articles ou bien de références sur votre travail? Eu gostaria também de dizer que a artista que foi objeto da análise da Celeo vai estar presente com a gente no sábado, na jornada, para uma conversa e depois a exibição de um vídeo de uma performance dela. O Weri Likin, depois da conferência do GC Diamá, que está aqui com a gente, que é o orientador da Coulibaly e do Coulibaly e da Celeo. Peut-être qu'il y a Tamfolo Coulibaly qui voulait déjà réagir. Vas-y, vas-y. D'accord. Donc, merci déjà pour ce que vous dites et pour cette conférence. Pour avoir plusieurs informations sur l'œuvre CRI de Charles Nocan, moi, je n'ai fait que faire un article et il y a la thèse de mon maître, Jesse Diama. Il a fait une thèse sur les œuvres de Nocan. Moi, je pense que si on veut peut-être pousser un peu plus la recherche, en savoir plus sur l'œuvre de Nocan, c'est-à-dire CRI, vous pouvez déjà voir le maître, il va vous donner sa thèse ou encore le lien pour pouvoir avoir accès à sa thèse. Et puis, vous pourrez aussi, on va dire, avoir accès aussi aux différentes informations sur CRI, en fait. Voilà. Merci, Coulibaly. Je note aussi sur le chat pour... Léo? Est-ce que vous m'entendez? Ma communication, ma connexion est un peu instable. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'attend. D'accord. Donc, pour effectuer ce travail que j'ai présenté ce soir, j'ai d'abord fait recours à l'expertise de mon encadreur, mon directeur de mémoire, DC Diama, que j'ai remercié avant propos. Et après, j'ai utilisé l'œuvre elle-même l'œuvre de Wawali Liking, Migration de la parole. À la suite de cela, j'ai fait recours aussi à l'article de Lenoto Capiello et aussi certaines recherches sur Maurice Tournier et d'autres articles. Mais voici les documents phares que j'ai utilisés pour faire la communication. OK. Juliana, je peux y aller? Oui, oui, on peut y aller. Je vous remercie beaucoup, Coulibaly, GC, Céléo et toutes les personnes présentes, e aussi Diego e aos brasileiros, ou já nem eu sei mais qual a língua que eu estou falando aqui, mas merci à tous, à toutes, muito obrigada. S'il te plaît, Juliana. Oui. Juliana, s'il te plaît, je demandais est-ce que je pourrais prendre la parole? Ah oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est une formidable expérience que nous vivons. On ne peut pas se rendre physiquement au Brésil, mais voilà, nous nous voyons par le pouvoir, la magie des ondes. Ça a été un plaisir pour moi de faire participer mes étudiants, que sont Coulibaly et Céléo. Il faut dire qu'ils sont des masterants. Voilà. Donc, ils sont en deuxième année de master, préparant donc ce diplôme pour pouvoir aller à la thèse. Donc, c'est cette année qu'ils présenteront leur travail de mémoire. Pour Céléo, justement, elle travaille sur la relation poésie-publicité. Donc, langage poétique, discours publicitaire. Donc, c'est une thématique que je lui ai confiée pour en faire la recherche. Et les premiers résultats sont encourageants. Voilà. Quant à Tamfolo, il travaille sur la thématique de la féminité chez Wawali Liking parce que c'est
sa thématique phare dans toute son œuvre. Elle fait une glorification de la femme. Et même pour ce colloque, comme Céléo travaillait déjà sur une œuvre de Wuré et que moi-même j'interviendrai sur l'œuvre de Wuré, alors on a choisi qu'il développe la thématique du combat idéologique chez Charles Nocan. Charles Nocan est un écrivain de la deuxième génération négro-africaine, voilà, de la deuxième génération négro-africaine. Et il dénonce dans son écriture les méfaits de la colonisation, mais il va un peu au-delà de cela, parce que chez lui, ce n'est plus le combat manichéen, blanc-noir, les blancs et les noirs, mais c'est plutôt, voilà, une défense de la race humaine tout entière. La défense des peuples qui souffrent face à ceux qui les oppriment. Donc, voilà un peu l'idéologie, la position de Charles Nocan. Comme il a dit Tamfolo, j'ai développé et présenté une thèse sur l'œuvre poétique de Charles Nocan. Voilà. Et donc, ça fait de moi un spécialiste de l'écriture poétique de Charles Nocan, mais je m'intéresse à tout ce qui est poésie négro-africaine, ce qui, bien entendu, m'amène à prospecter un peu partout dans l'œuvre de Wuré King. Voilà. Merci, Gessé Diama. Bom, o panorama de que estávamos precisando. Então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Quelqu'un va poser une dernière question? Ok. Pardon. J'aimerais poser une question à Diego Sampaio. Pardon, hein, si j'écorche le nom. Diaz. Je ne comprends pas la langue et donc je ne sais vraiment pas ce qui a été dit, mais j'ai traduit sur Google Translate le titre de la communication et je crois que c'est Au-delà d'Ajdad de Urufia à Kamal Boulata. C'est ça, hein? Bon, on a vu beaucoup d'images qui ont été analysées. La question que je voudrais poser, est-ce que ces images-là sont en lien avec des textes? C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce que ces images ont un lien avec un texte écrit par l'auteur en question, le poète en question? Entendeu, Diego? Mais ou menos. Está perguntando se as imagens que você mostrou estão ligadas a um texto escrito pelos autores. Como assim? Cada imagem, se cada imagem está... Je veux dire, j'essaie, si les images sont liées à des textes, s'il y a des textes écrits là-dedans. Oui, voilà. c'est cela. Se existe texto escrito nas imagens, né? Sim, porque é a caligrafia que está fazendo. Sim, é possível em árabe, sempre foi possível. Isso é uma tradição árabe da caligrafia. É o que eu disse, há um desenvolvimento moderno disso, onde você tem esculturas que são construídas com palavras. É que eu não consegui me ater muito bem, mas tem esculturas. Quer dizer, o próprio Boulata, Kamal, nós podemos ver, por exemplo, trabalhos dele onde você forma com a letra volume, 3D, você tem um outro eixo, coisas que para nós é muito difícil, para o nosso alfabeto, da nossa forma de poesia. E que para eles já é uma coisa praticamente natural, porque vem da tradição da caligrafia, da tradição da arte árabe, né? Mas numa tradição já moderna, já uma outra visão, uma visão já a partir da ciência, eu acredito, uma visão que nós podemos falar de outra forma, não uma visão que vem da tradição, da herança e tal. Mas, então, tudo que nós lemos, tudo está escrito, tudo tem coisa escrita. Mas não é muito fácil de ler não, porque eu fui procurar alguns amigos árabes, uma amiga minha palestina talvez participasse comigo hoje para ler, e quando ela viu, ela falou, Diego, isso não é tão simples assim, eu não consigo ler, eu leio uma palavra ou outra, e ela não é a primeira. Eu tenho alguns amigos
palestinos, alguns amigos árabes, e nenhum consegue ler muito, entendeu? É algo que necessita realmente uma técnica para você conseguir ler, mas está escrito tudo ali, entendeu? Legal. Bon, alors j'essaie, tout est écrit, tout est écrit. Ce sont des mots ou bien des phrases, quand même de morceaux de la Coran, Al-Coran, comment on dit ça? Ah, d'accord, ok. Il y a, ça, c'est les plus anciens, mais ce qu'il a montré après, c'est la tradition moderne. Alors, d'utiliser la calligraphie arabe pour faire des images, mais c'est toujours un texte qui est écrit par derrière. Ce n'est pas très évident, ce n'est pas facile à lire, même pour eux, mais il y a toujours un texte. C'est ça. Ok. C'est très intéressant aussi comme tradition. Bon, alors, on va faire une pause de 10 minutes pour commencer la prochaine session. Et merci beaucoup à les nouveaux amis de la Côte d'Ivoire, à Diego. Merci beaucoup. On peut continuer toutes les Bien conversations sûr. après. Bien sûr. Voilà, Bien merci sûr. beaucoup. Obrigada a todo Allez, mundo. merci. Merci. A gente encerra essa mesa e vai fazer uma pausa de 10 minutos e volta aqui mesmo para a sessão seguinte com mais 3 comunicações em francês. Nessa também. sala mesmo, João? Nessa sala mesmo. Aqui então vai eu vou ficar aqui Você fica aqui. nas A gente vai imediações. para a mesa